Rome, du mythe à l'histoire. Dans cette leçon, il s'agit de savoir comment a été fondée la cité de Rome en confrontant les histoires légendaires, c'est-à-dire les mythes, aux réalités archéologiques. Je ne reviens pas sur la leçon du manuel, c'est déjà une explication, je ne ferai que répéter ce qui est déjà dans le livre. Je ne reviens pas non plus sur les définitions d'un bloc, j'y reviendrai ponctuellement en fonction des activités. L'activité Learning Apps va un peu plus loin que ce qui est dans le livre, mais sa fonction principale, comme d'habitude finalement, c'est de fixer le vocabulaire que vous venez de chercher. Donc toute cette première partie, leçon du manuel, définition et exercice Learning Apps, sont une introduction et servent de base aux travaux que vous allez réaliser ensuite. La première activité proprement dite porte sur la fondation de Rome et nous allons l'étudier du point de vue du mythe que nous allons confronter aux données archéologiques, donc à la réalité des faits. Cette première activité invite à se poser des questions. Quelles questions doit-on se poser si on a à travailler sur la fondation de Rome ? Alors, certaines questions ressortent normalement, et ces questions qui ressortent sont toujours les mêmes, et servent de base pour raconter, pour écrire un récit, mais aussi pour argumenter en histoire, mais pas seulement en histoire, c'est valable aussi en français, c'est valable en sciences, même si évidemment en sciences les questions ne vont pas être tout à fait les mêmes. Ces questions, c'est qui, quand, comment, où. Alors, d'habitude, on y ajoute aussi d'autres questions comme quoi et où, pourquoi. Et ces questions-là servent véritablement de base à un récit. Ça doit être notre brouillon, en fait. Il faut faire un brouillon. Donc ces questions-là, ce sont des questions que nous retravaillerons régulièrement tout au long de la scolarité au collège et normalement, au-delà aussi, ça devra être un réflexe quand vous aurez à travailler sur un récit. Donc ce sont des questions qu'il faut utiliser, il faut y répondre pour préparer un travail réussi lorsque vous avez à rédiger en histoire et aussi en géographie. Alors, ces questions, on les retrouvait finalement dans l'activité 2 sur les légendes et l'archéologie. L'objectif ici est de comparer des documents littéraires qui font référence aux mythes à des documents archéologiques, des données archéologiques. Dans la première partie présentée sur la question « quand ?», on sait que Rome aurait été fondée en moins 753. On l'avait vu dans la leçon du manuel, c'était répété aussi dans la vidéo Learning Apps. Donc, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Petit rappel pour connaître le numéro du siècle, on prend le nombre des centaines sur une date et on ajoute 1. Donc ici, 753, 7 plus 1 égale 8, 8e siècle avant Jésus-Christ, ne pas l'oublier. Or, les textes dont nous disposons sur la fondation de Rome datent, eux, du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 siècles environ après les événements qu'ils relatent. Un tel écart doit poser question. Comment Virgile ou Tite-Live peuvent-ils bien savoir ce qu'il s'est passé 700 ans auparavant ? C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas autant de moyens modernes pour savoir ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas de traces audiovisuelles, pas d'internet, pas d'écrit même à l'époque de la fondation dans cette région. Et même si on avait des sources, comme nous en avons aujourd'hui, même pour vous, il serait évidemment difficile de décrire comment les gens du XIVe siècle vivaient. D'ailleurs, si Virgile présente les dieux comme des éléments tout à fait naturels dans son discours, Tite-Live, lui, écrivait, je répète à la même période, déjà que les mythes devaient être partiellement faux ou arrangés, en tout cas, qu'il fallait y faire attention. Cet exercice, globalement, permet de retravailler aussi sur la frise et de replacer correctement date et siècle,
en se rappelant qu'il n'y a pas d'année ou de siècle zéro, mais une première année avant et une première année après Jésus-Christ. Ces éléments, comparés à l'archéologie, montrent un premier décalage, car ce n'est pas une ville qui ressort des fouilles, mais un village d'habitat simple, pas de constructions qui vont durer. Alors, en février 2020, donc récemment, des archéologues semblent avoir trouvé le tombeau de Romulus, mais ils l'ont trouvé dans une partie de la ville, le forum, qui ne fut bâti que vers -615. Donc, si Rome existait au 8e siècle avant notre ère, ce n'était pas une ville, c'était un village, ce n'était pas une cité qui pouvait dominer le monde. La deuxième partie portait sur la question « qui ?» On travaille ici sur la recherche d'informations dans les textes. La compétence est donc extraire des informations. D'après le mythe, Rome aurait été fondée par Romulus, qui, avec son jumeau Rémus, était un demi-dieu, puisqu'il était le fils du dieu Mars, dieu de la guerre, et fils aussi d'une mortelle, qui était prêtresse et qui devait rester vierge. Donc on comprend pourquoi ces héros, puisqu'ils sont exceptionnels par leur naissance, ces héros enfants ont été abandonnés dans le Tibre. Intéressante aussi la légende de la louve. Alors, les deux enfants auraient été recueillis et allaités par une louve. Mais en latin, le mot se dit lupa. Et ça signifie aussi prostituée. Alors, bon, on comprend facilement qu'il soit plus intéressant de dire qu'on a été élevé par une louve plutôt que par une prostituée. Or, ce métier de prostituée existait déjà dans la haute antiquité. Il y avait même des prêtresses dont c'était la charge. Ça permettait de gagner de l'argent pour le temple. Donc, ça fait bien le lien avec la mère des enfants qui était prêtresse. D'ailleurs, sur l'image de la louve que je vous montre ici, qui est l'image de la louve capitoline, on a longtemps pensé que la louve était antique, c'est-à-dire qu'elle avait été réalisée par des artistes antiques. On sait aujourd'hui qu'elle est d'époque médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Et les enfants, eux, ont été rajoutés à l'époque de la Renaissance. Donc on voit que les représentations sont différentes entre les enfants et la louve. Et on voit aussi que la construction du mythe se fait dans le temps, puisque les rajouts ont été faits à la Renaissance. Donc, en réalité, il ressort que les villageois, qu'on avait déjà évoqués dans la première partie, étaient de différentes communautés. On avait des Latins, mais aussi des Sabins. Et cela montre encore que les Romains ne dominaient pas vraiment ce territoire, puisqu'ils devaient le partager avec d'autres peuples. La troisième partie porte sur la question « où ?» et doit simplement rappeler la méthode pour situer un lieu. Donc la ville de Rome se trouve certes en Italie, mais l'Italie n'existait pas à l'époque, donc il faut insister et mettre que c'est l'actuelle Italie, ou quelque chose de similaire. Je préfère du coup la mention de péninsule, une grande presqu'île. Le territoire italien était à l'époque peuplé de peuples différents, donc on ne parle pas de peuple italien, il n'y a qu'un peuple italien. On parle du coup de population italiote, donc c'est le terme qu'on utilise pour l'époque. Attention également, parce que la ville n'est pas une ville littorale, elle n'est pas au bord de la mer, même si, effectivement, elle n'en est pas très éloignée. À l'intérieur de la cité, Rome s'est d'abord développée sur le mont, en réalité sur la colline du Palatin, dont nous reparlerons dans une autre leçon. La ville va progressivement s'étendre à d'autres collines, 7 en tout, et aux berges du fleuve, dans une plaine qu'il va falloir d'abord assécher, car il s'agissait de marais, et c'est là que va être construit le forum. La dernière partie portait sur la question « comment ?» et la compétence à travailler était ici le récit.
D'après le mythe, donc, Rémus et Romulus, une fois adultes, décident de créer une nouvelle cité. Ils ne sont pas d'accord sur l'emplacement. Rémus se place sur l'Aventin, Romulus sur le Palatin. Ils décident de faire appel aux dieux, c'est-à-dire qu'ils vont attendre les signes des dieux pour choisir, les augures. C'est un principe qui existe déjà chez les Grecs. Et les signes sont souvent représentés par les oiseaux. Rémus est le premier à voir des oiseaux messagers des dieux, donc il décide de créer sa cité. Romulus ne s'avoue pas vaincu et affirme en avoir vu plus que Rémus, donc qu'il a la bénédiction des dieux. Il entreprend la construction de son mur d'enceinte sur le Palatin, qui marque donc les limites de la cité. Son frère, en colère, le combat. Romulus l'emporte, tue son frère et peut donc construire sa cité. Alors, si un mur d'enceinte a bien été bâti avant le VIe siècle, et probablement à l'époque qu'on appelle romuléenne, c'est-à-dire vers le 8e siècle, cette découverte pose encore débat. Donc ça fait plus de 10 ans que les historiens débattent là-dessus, puisqu'il serait trop petit pour empêcher une attaque, donc c'est pas véritablement un mur d'enceinte. Ça montre également que rien n'est totalement acquis pour cette période de l'histoire, car toutes nos informations ne sont pas encore trouvées. Certaines probablement ne le seront jamais. Donc on interprète. On sait en tout cas, ça c'est sûr, qu'il y a une véritable muraille de protection contre l'extérieur, et d'autres grands monuments et aménagements qui sont construits, qui permettent d'affirmer qu'on n'a plus face à nous un village, mais une ville, mais toutes ces constructions datent de la période étrusque, qui ont imposé la monarchie. Il y a bien un lien entre l'histoire et la légende, parce que, par exemple, quand les Romains mettent fin à la monarchie, ils acquièrent en même temps, sans que les auteurs antiques le précisent, ils acquièrent en même temps leur indépendance. Les auteurs antiques ont pu, en quelque sorte, oublier de préciser que Rome était dominée, afin de ne pas écorcher l'idée que Rome dominait déjà le monde et que Jupiter, le dieu des dieux, avait donné aux Romains ce pouvoir de dominer le reste du monde.